Histoire de voir, Histoire au pluriel, en direct tous les mardis de 13h à 14h ou en différé sur laclédesondes.fr. C'est parti pour une nouvelle chronique ouvrière. Aujourd'hui, on va parler de la grève de la thune. Mais quel nom intrigant! Il s'agit en fait de la dénomination de la première grève nationale dans les chemins de fer qui s'est déroulée en 1910. Mais d'où vient ce nom? On connaît les expressions avoir ou ne pas avoir de thune, travailler pour de la thune, mais quelle est son origine? D'abord, le mot s'écrit T-H-U-N-E-S. Un mot à la consonance plutôt argotique, nous direz-vous. Pourtant, il est utilisé dans le langage usuel depuis fort longtemps. Son sens a d'ailleurs évolué au cours des siècles. Le terme moderne réapparaît en 1837 avec la création d'une monnaie, la thune, d'une valeur de 5 francs. Thune qui existe toujours en Suisse, pays où, paraît-il, les thunes poussent dans les banques. Mais quel est le rapport avec la première grève nationale des chemins de fer en 1910, appelée la grève de la thune? Cette grève s'engage sur deux revendications. D'une part le salaire et d'autre part la mise en place d'une retraite pour les cheminots. Voilà, on touche au but. Les cheminots revendiquent la mise en place d'un salaire minimum journalier à hauteur d'une thune, soit une pièce de 5 francs équivalent à 100 sous. La thune pour tous. Tel est le mot d'ordre unificateur qui sera moqué par les dominants, popularisé par une chanson, mais de thune dans le bastringue, chanson enregistrée et composée en 1954 par Jean Constantin. Mets de thunes dans le bastringue, histoire d'ouvrir le bal. Pose ton cafard sur le zinc, t'auras du bonheur pour tes 10 balles. S'il y a du baratin, colle-toi près du machin, car il faut bien que t'entendes pour te détendre. Alors, la grève de la thune en octobre 1910. Revenons au déroulé de cette grève. Le congrès du syndicat national des travailleurs des chemins de fer d'avril 1910 vote le principe d'une grève et constitue un comité de grève. À l'époque, il n'y a pas de SNCF. Elle verra le jour en 1937 au moment du Front populaire. Le réseau ferré français métropolitain et colonial est entre les mains d'opérateurs privés. Plusieurs dizaines exploitant des lignes sur des tronçons plus ou moins longs. L'embauche dans les chemins de fer est synonyme d'ascension sociale et de sécurité de l'emploi. On pense à La Bête humaine, le roman d'Émile Zola, publié en 1890 et immortalisé par Jean Gabin et sa liaison, nom de la locomotive, dans le film de 1938 réalisé par Jean Renoir. Si la grève est votée au Congrès national du syndicat national des travailleurs des chemins de fer d'avril 1910, elle ne se déclenche que plus tard. En effet, son succès dépend de l'attitude d'un autre syndicat, la Fédération des mécaniciens et chauffeurs. Celui-ci est radicalisé et permet un rapprochement de vues entre les deux fédérations. Le comité de grève se voit confier la mission de choisir le moment propice pour lancer le mouvement. Le calendrier de la grève. Le 8 octobre 1910, une cessation de travail des ouvriers du dépôt de La Chapelle, du réseau Paris-Nord, va déclencher le mouvement. Le 10 octobre, les cheminots de tous les réseaux décident de la grève. Les électriciens, les gaziers, les employés du téléphone cessent progressivement leur activité pour soutenir les cheminots qui se croisent déjà les bras sur tout le réseau ou presque. La grève touche tous ces réseaux de l'État, du Nord et du Midi. L'attraction, le personnel des gares sont en première ligne et bloquent ainsi tout le trafic, déclenchant ainsi la première grande grève cheminote de l'histoire. Les affrontements entre grévistes et non-grévistes sont particulièrement violents. Un ouvrier, Serfrin, non-gréviste, a été tué par ses collègues à Cormeilles-en-Parisis. Le 13 octobre, le président du Conseil, Aristide Briand, demande à la troupe d'occuper les installations ferroviaires pour 21 jours. Le régiment du 5e génie de Versailles est en première ligne. Cette unité spécialisée dans les chemins de fer possède les compétences pour se substituer aux grévistes. Le 18 octobre, le mouvement est brisé. Réquisition militaire de 15 000 cheminots. La reprise du travail est votée. Elle sera effective le lendemain. La grève
révèle l'importance du chemin de fer à prise dans la vie du pays, tout en provoquant déjà la grogne des banlieusards parisiens, grogne déjà utilisée par le pouvoir contre la grève. Pour la première fois, les cheminots ont marqué leur unité et défilé dans tout le pays au cri de « c'est la thune qu'il nous faut » et pour l'obtention d'une retraite. À l'avenir, afin d'obtenir les mêmes droits, ce combat servira de modèle pour les luttes d'autres secteurs industriels et agricoles. Bien que fortement réprimée, la grève de la thune sera néanmoins victorieuse. En 1911, il y aura une signature d'un accord sur l'augmentation des salaires et l'obtention d'un règlement des retraites pour ce secteur. Il faudra attendre encore 20 ans pour avancer un accord national sur la question des retraites en France. La popularité des revendications du mouvement porté par les cheminots justifiera pour le gouvernement la répression de peur d'un risque de généralisation du conflit à d'autres catégories de travailleurs. Grève de la thune, la répression. En effet, la grève qui prend fin tourne mal. On compte de nombreux cas de sabotage sur toute la France. L'influence anarchiste et la popularité de l'action directe y est fort. La troupe découvrira même des bombes posées sur les voies, comme à Reuilly ou à la gare des Chantiers de Versailles. Les meneurs sont arrêtés et sévèrement condamnés. Parmi eux, Georges Gamard, Albert Lemoine, Yves Bidamant et bien d'autres anonymes, plus de 1000 qui furent révoqués. Mais qui était Aristide Briand ? Alors, né en 1862, mort en 1932, il est d'abord avocat, militant, journaliste et député socialiste, puis il entame une longue carrière ministérielle. Aristide Briand prenait au début de sa carrière politique la grève générale. Devenu président du Conseil, il est cette fois de l'autre côté de la barrière, celui des gouvernants. Le théoricien du Grand Soir devait, de son point de vue, préserver les intérêts vitaux du pays sous la pression de l'état-major des armées et ses notes alarmistes sur son incapacité à défendre le pays si la grève continuait. Voilà, c'était notre chronique ouvrière sur la grève de la thune. Histoire de voir, histoire au pluriel, en direct tous les mardis de 13h à 14h ou en différé sur la clédesondes.fr.